température normale, est-ce que vous la connaissez? 37? 37? 37 piles? Non, 37,5. En dessous. En dessous. En dessous combien? Allons-y. Alors, sur le dessous, on est à peu près tous d'accord pour dire 36,6. Moi, je connais des gens qui sont à 36,5. Hein. Sur le dessus, alors vous mettez à combien? Le maximum. 37,5. D'accord? Il y a d'autres avis? Alors, dans les classifications internationales, déjà, vous voyez, on arrive dans des trucs un peu... on a fièvre à partir de 37,5. C'est pas fièvre. Oui, voilà. C'est normal jusqu'à 37,5, 37,6, c'est la fièvre. On a 37,6, on a 38, et on a 38,2, déjà. Juste pour dire que sur ce simple point, on n'arrive pas tous à être d'accord. Je parle des classifications internationales, c'est-à-dire si on mélange les anglo-saxons, les scandinaves, les pays européens, etc. Donc on commence déjà dans des trucs un peu flous, quoi. Du flou, on va en avoir. Hein. Aucune certitude dans ce domaine. Alors, à quoi sert le fait d'avoir une température qui est entre 36,6 et 37,5 à votre avis? C'est pour la vie, hein, parce qu'on est des mammifères, et on a besoin, on n'est pas des animaux à sang froid, comme les lézards, etc. On est des mammifères, et c'est à cette température, c'est entre ces deux bornes que se font toutes les fonctions physiologiques. Respirer, manger, boire, digérer, toutes les fonctions physiologiques, elles se font entre ça et ça. Et d'ailleurs, par exemple, quand on mange, qu'est-ce qui se passe quand on mange? Ça augmente? Oui, ça augmente. C'est un peu plus élevé. Pourquoi c'est un peu plus élevé quand on mange? L'organisme travaille. Ouais, voilà, parce qu'on détruit les nutriments, on les coupe en petits morceaux. Tout ça, ça produit de l'ECPP, ça s'appelle extra-chaleur postprandiale. Et donc, ça produit de l'énergie. Et même des fois, si on mange trop, on est quoi? On est comment? Rouge. On est tout rouge. Ben, être tout rouge, ça s'appelle une hyperémie. Dans notre jargon, ça veut dire qu'on augmente la taille des vaisseaux de manière à pouvoir augmenter les échanges et sortir des calories. Ça fait sortir des calories. De la même façon, il y a un autre signe où on voit que les gens ont trop mangé. La respiration. On souffle plus vite. Ouais. C'est la même chose. Souffler plus vite, ça permet d'échanger plus et de sortir des calories. Mais être rouge, ça peut être une mauvaise digestion aussi. Ah bah après, tout est ouvert. Hein. Tout est ouvert. On n'est pas plus ça. Ah ben attendez, on peut compliquer avec ça. Tout est ouvert, mais n'empêche, quand vous digérez, si vous avez, vous digérez, vous avez un peu de chaleur, et pour que ça se passe bien, d'ailleurs, il y en a qui font la sieste. Parce que quand vous dormez, vous abaissez toutes les autres fonctions, donc vous descendez la température partout, et donc celle du tube digestif a plus d'espace pour se faire, vous avez moins besoin de réguler, vous avez même moins besoin d'être rouge, de respirer vite, ou de transpirer, selon les personnes. Et sachant que être rouge, respirer vite, transpirer, peut être le signe d'autre chose. Il n'empêche que c'est ça. Donc, toutes les fonctions de base, elles ont... Pardon, excusez-moi. Non, ça parlé toute seule. Non. T'as parlé. Moi, je vous écoute. Voilà. Ah, il n'y a pas d'aparté ici. Hein. Vous n'allez pas raconter des petits trucs entre vous. Donc toutes les fonctions essentielles de la physiologie, d'accord, la physiologie, ont besoin de cette température. D'ailleurs, si vous descendez à 35, 34, il se passe quoi? Les gens qui tombent dans un lac glacé, etc., ils sont tout de suite en hypothermie, ils tombent dans la mer en ce moment, il fait froid, les navigateurs, ils meurent d'hypothermie, parce que la température chute et à un moment on meurt. On tombe dans le coma, on meurt. Hein. Donc, les bornes, elles sont vraiment très précises sur les possibilités, moins sur le chiffre, mais sur les possibilités. Donc ça, c'est la physiologie. La fièvre, donc, c'est une température qui s'élève au-dessus de la normale, ou au-dessus des moyennes, ça on ne sait pas, hein. Donc, mais cette température, elle s'élève. Et là, on rentre dans un autre domaine qui s'appelle la physiopathologie, c'est-à-dire comment ça marche quand ça marche plus bien, quand tous les thermostats ne fonctionnent plus.
Donc c'est pour ça qu'on avait mis comme titre physiopathologie de la fièvre. Donc physiopathologie. C'est clair ce mot-là, hein, donc il y a un truc qui va pas. Mais comme c'est un symptôme, ça ne dit pas c'est le symptôme de quoi. D'accord? Ça ne dit pas c'est le symptôme de quoi. Donc après, sur le symptôme de quoi, on peut avoir beaucoup de raisons. Beaucoup. C'est quasiment infini, hein, les raisons qui poussent à ce qu'à un moment donné, dans l'organisme, on soit au-dessus de ces barres-là. D'accord? Alors, la première que vous connaissez, c'est quoi les raisons? La première raison pour laquelle on peut avoir la fièvre? L'infection, d'accord. Donc toutes les maladies infectieuses peuvent donner de la fièvre. Est-ce que toutes les maladies infectieuses donnent de la fièvre? Oui. Voilà. C'est pas sûr. Il y a des maladies infectieuses sans fièvre. Donc ça, c'est une des premières causes. Causes infectieuses. Après, est-ce que vous en connaissez d'autres? Les causes. Bactérienne. Alors, infectieux, alors, allons-y. Infectieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 3 causes possibles. Pour faire schématique, il y a les causes bactériennes. Je voulais y venir après, mais j'y vais. Il y a les causes bactériennes, virales et parasitaires. Ça, c'est les 3 formes de vie qui peuvent rentrer à l'intérieur de notre organisme. Il y a 3 formes de vie qui rentrent. Alors, bactéries. Commençons par viral. Viral, c'est un brin d'ARN avec une enveloppe, donc c'est un virus. Il y en a un qu'on connaît beaucoup là, cette saison, vous savez. La grippe. Hein. Donc la grippe, c'est un virus. Alors des virus, il y en a des centaines de milliers, pas dire plus. Hein. Et donc c'est un brin d'ARN avec une membrane autour. Les causes Alors les bactériens, c'est quoi bactérien? Qu'est-ce que vous connaissez comme bactéries? Bactéries. Alors, Staphylocoque. oui, staphylocoque. Tout ce qui est en coque, c'est une forme de bactérie. C'est des trucs qui est rond quand on regarde au microscope. D'accord? Alors, bon, après, il y a plein de noms, hein, parce qu'il y a une dizaine de milliers de possibilités. Donc ça, c'est un brin d'ADN avec une membrane autour. Alors, ARN, c'est acide ribonucléique. ADN, c'est acide désoxyribonucléique. Donc celui-là, c'est juste un brin. Donc l'ARN, l'ADN, c'est ce qui forme les chromosomes. Donc c'est ce qui permet de transmettre qui je suis, quoi. Et donc, qui je suis, et puis comment je me reproduis. Donc viral, il y a juste un petit brin d'ADN avec son enveloppe, il y a tout un mécanisme qui lui permet de se coller sur la paroi des cellules, n'importe lesquelles. Il y a un autre mécanisme qui lui permet d'ouvrir les cellules, il rentre dedans, et le brin d'ARN, il va se coller contre l'ADN de la cellule dans laquelle il est, et il se sert de tout ce qu'il y a dedans pour se reproduire. Il se reproduit, puis à un moment, il est plus gros. Il y en a plus que la taille de la cellule éclate, et il repart faire ça plus loin. Donc son boulot, c'est d'avoir ce petit espion, là, de rentrer dans la cellule, de se répliquer, ça s'appelle la réplication, et de sortir. Ça vous explique pourquoi, quand vous avez une infection virale, vous n'êtes pas bien pendant un moment, après ça se calme un petit peu, et puis d'un seul coup, ça recommence à pas aller, vous avez des tremblements comme ça, parce que c'est des millions de virus qui sont balancés dans le sang en même temps, ou dans un autre liquide, qui sortent des cellules, parce qu'ils ont fait éclater, et qui vont rentrer dans d'autres. Donc vous avez des frissons à ce moment-là. Et donc, ils rentrent tous dans d'autres cellules, donc ça se calme. Vous avez même des fois l'impression que ça va mieux. D'accord? Tous, ils se reproduisent, ils ressortent et ça recommence. Donc ça évolue comme ça. Vous comprenez mieux les infections virales. C'est important parce que quand vous allez faire une description à un professionnel de santé de ce qui vous arrive, vous allez lui dire ça. Mais là, j'étais bien, 1 heure après, j'étais plus bien, puis après, je me suis mis à trembler, etc. L'autre en face, il sait déjà ce que vous avez. Vous dites, mais comment il fait, quoi? C'est comme ça, c'est tout simple, hein, c'est tout simple. Ça arrive d'un seul coup, c'est d'une heure sur l'autre, vous étiez bien, 1 heure après, vous n'êtes pas bien, vous êtes allé pelleter la neige, vous avez commencé, etc. Vous êtes rentré chez vous, ça allait à peu près, puis pouf, d'un seul coup, vous n'êtes plus bien. Hein, ça a abattu. Alors après, il y a d'autres signes possibles, mais c'est comme ça le truc. Puis après, j'ai l'impression que ça allait mieux, puis ça a recommencé, puis je suis complètement fatigué. Nous, on sait que c'est viral. Ah oui. D'accord? Mais c'est bon à savoir aussi, parce que des fois, le patient, on a du mal à s'exprimer, on a mal, mais comment c'est arrivé, où, et puis, etc. Et puis l'autre en face, pourquoi il sait tout de suite ce que j'ai, moi je sais pas quoi. Hein? C'est pas compliqué. Si il a bien détecté, c'est le principal. Ouais, Alors ça, c'est un seul Donc, virus qui commence comme la ça. physio, oui, il y en a besoin d'un.
Alors après, ce qui fait que c'est 1, 1000, 10 000, 100 000, etc., c'est la virulence, c'est-à-dire la force de réplication, c'est-à-dire cette capacité qu'a le petit espion de rentrer dans une cellule, de piquer des morceaux qui sont partout, de se reconstruire et d'en faire des autres. Ça s'appelle la virulence, ça. Donc ça, c'est ce qui détermine le fait que ce soir, il y en a un seul qui attrapera la maladie que j'ai, ou 6, ou 10. Hein, la virulence, c'est ça. Donc ça, c'est la partie virale. Sur la partie bactérienne, on a un ADN, donc là, on est déjà sur du plus gros, quoi. C'est plus gros comme taille, et plus équipé, parce que l'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique, c'est ce qu'on trouve dans les chromosomes, c'est un truc déjà plus élaboré. Et lui, il va aller chercher des éléments pour se reproduire, lui. Celui-là, il pique tous les éléments, il va chuchoter, il pique les urines des autres, quoi. Il pique l'échafaudage, la truelle, il pique tout. Celui-là, il a tout ce qu'il faut, mais il vient piquer les nutriments, c'est-à-dire le ciment, les choses qui manquent, les petites choses. Donc c'est différent. Et lui, il va avoir un mode de réplication beaucoup plus lent. Et donc vous aurez sur staphylocoque, streptocoque, etc., enfin tous ces trucs, après le nom est défini par ce qu'on voit au microscope, hein, si c'est un brin, si c'est un truc. Bon. On ne va pas rentrer là-dedans, on pourra le faire une autre fois si vous voulez. Lui, par contre, il va rentrer insidieusement. Ça va commencer par pas aller, puis ça va aller de moins en moins bien, ça va évoluer sur 6 heures, 12 heures, 24 heures, puis après vous serez malade avec un endroit où vous avez mal, j'ai mal à la gorge, ça fait pire, sort comme cherche, etc. Et vous aurez une fièvre à 38, alors que là vous aurez une fièvre à 39, 40. D'accord ? C'est pas le même mode de fonctionnement. Et dans la troisième forme de vie qui rentre à l'intérieur des organismes pour se reproduire eux-mêmes et qui nous rendent malades, il y a les parasites. Alors citez-moi un parasite. Oui, voilà. Donc dans le parasite, on a quoi? On a plusieurs cellules avec de l'ADN. C'est une bête. D'accord? Donc là, ça va être beaucoup plus gros. Si je faisais le schéma des tailles, on aurait ça pour le virus, ça pour la bactérie, et ça pour les parasites. C'est même un peu plus la différence. D'accord? Donc, le parasite, c'est une bête qui a son mode de reproduction, qui est composé de plusieurs cellules, qui a son ADN, et qui vient à l'intérieur de l'organisme coloniser soit de façon accidentelle, comme la histomatose, la douve, je ne trouve plus le nom commun, aidez-moi. La douve, on en a plein ici, l'échinococcus. L'échinococcus, c'est l'échinococcus multilocularis, donc qui se met à plusieurs endroits, qui est un hôte accidentel. Normalement, il va d'une bête à une autre, par l'intermédiaire des déjections, par exemple du renard, etc. Et nous, des fois, il tombe chez nous parce qu'on a mangé des fraises qui avaient l'air vachement jolies, quoi. Mais c'était sur le trajet du renard. Et donc là, on est hôte accidentel. Dans d'autres cas, on est hôte logique, comme la toxoplasmose. C'est une logique qu'on ait tous eu la toxoplasmose ou quasiment à 20 ans. Les rares qui ne l'ont pas eu, si c'est une femme et qu'elle est enceinte, elle se tape une prise de sang tous les mois. Bon. Donc ça, c'est les trois formes de vie qui peuvent rentrer, donner une pathologie infectieuse. Le problème, c'est que maintenant, on commence à avoir d'autres trucs qu'on connaît moins, mais qui sont extrêmement inquiétants. C'est le prion. Vous avez entendu parler du prion? Ouais, c'est tous ces trucs-là. C'est tous ces trucs-là. Alors ça, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus petit. C'est même pas un brin d'ARN, c'est vraiment tout petit. Pardon? Ça tape aux plantes? Non. Ah, c'est un catou, ça. À tout. Le système nerveux, il aime bien parce que c'est bon quand on mange. Il trouve plein de choses dedans, mais il peut s'attaquer à d'autres choses, quoi. Donc les prions, parce qu'il y en a beaucoup, c'est encore plus petit que ça, mais c'est très insidieux. On sait rien faire contre ça. C'est un truc, et ça commence à se développer. Et on a eu ça avec la vache folle. Et il a fallu abattre toutes les bêtes pour baisser. Mais à terme, ça va revenir, ce truc. Celui-là, c'est vraiment un danger pour la suite. Donc ça, c'est les causes infectieuses. Donc pour l'essentiel, bactérienne, virale, parasitaire, c'est ce qu'on trouve habituellement. Après, il y a d'autres causes comme les cancers, par exemple. Vous savez que les cancers donnent de la fièvre. Beaucoup de leucémies qui sont accompagnées de cancers ou d'autres. Donc une fièvre qui dure, on peut penser à ça, par exemple. Chaque fois, il y a de la fièvre, pardon. Non. Non, pas forcément. Alors. C'est dommage. Non, il y a... Alors, quand à chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a un signe, non, on va pas faire comme ça, on va faire signe obligatoirement maladie,
C'est-à-dire, si vous avez ça, c'est sûr que c'est cette maladie. Ouais. Ça s'appelle un signe pathognomonique. Patho, P-A-T-H-O, gnomonique. Ça veut dire que ça évoque tout de suite la maladie. C'est très rare, ça, malheureusement. Pathognomonique. Donc il y a les cancers. Après, vous avez d'autres causes que vous connaissez qui peuvent donner de la fièvre. Une blessure. Non? Une blessure. On va remettre ça sous la rubrique choc. Ah. Un choc. Parce que c'est pas la blessure en elle-même, c'est le choc. Donc la douleur, etc. Les états de choc peuvent s'accompagner. Mais tous les états de choc n'ont pas forcément de la température. Ce serait trop simple. Hein. Ce serait trop simple. Alors, est-ce que vous pensez à d'autres choses? Oui, il fonctionne dans un organe aussi, non? Oui, par exemple la thyroïde. Tout à fait. Ça ne fonctionne pas bien. Après, si vous restez au soleil l'été, ça tape. Il faut avoir la fièvre. Coup de chaleur. Coup de chaleur. Donc il n'y a rien, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'infection. Mais vous montez à 40. Insolation, vous montez à 40, et si on ne fait rien, ça continue, convulsion, coma, mort. Hein. Donc ça existe. Mais pour la thyroïde, je connaissais les troubles de l'humeur, mais de là à ce que ça aille jusqu'à la fièvre, Ouais. c'est étonnant. Oui, une fièvre basse, hein, juste au-dessus de ça, mais permanente. Mais la thyroïde, quand elle est en fonctionnement hyper, elle brûle, parce qu'on maigrit. Oui. On maigrit. Parce Elle qu'elle brûle. on fonctionne en accéléré. Donc Tout est en accéléré, tout. Oui. Et comme la thyroïde, c'est l'organe qui va tenir tout ce qui fonctionne tout seul, la respiration, quand on a un problème thyroïdien, on respire plus vite. Le rythme cardiaque qui s'élève, enfin tout est comme ça. Donc en hyper, on peut très bien avoir une fièvre basse, mais permanente. C'est possible. On peut ne pas en avoir aussi. Et en hypo, on peut avoir une fièvre à 36, entre 36 36,4 par exemple, qui dure. Mais c'est pas forcément ça. D'autant que des fois, quand on est en hyper, on a une fièvre basse, et en hypo, on a une fièvre haute. Parce que les organismes sont faits comme ça. Il n'y en a pas un qui est pareil. C'est comme les êtres humains. C'est pour ça qu'ils sont tous très bien. Alors, il y a une autre cause qu'on connaît maintenant, dont on a beaucoup parlé là, ces derniers temps, qui est possible, c'est les médicaments. D'accord? Une réaction à un médicament, ça peut faire que vous prenez un médicament, et ce médicament vous conduit à avoir de la fièvre. Alors, on peut couvrir tout le tableau de causes possibles. J'essaie simplement de vous montrer à travers ça qu'il y a un éventail de possibles qui est assez important, et qu'un des plus importants de cet éventail des possibles, c'est quoi? C'est pas de cause du tout. Pas de cause du tout. C'est tout à fait possible. Pas de cause retrouvée, comme ça. Donc avec les médicaments, c'est de la iatrogénèse. Vous connaissez ce mot? Iatrogénèse, ça veut dire que c'est apporté par celui qui soigne. Apporté par celui qui soigne. C'est une origine grecque. Iatrogénèse. Pas de cause. Iatrogénèse. I-A-T-R-O-G-E-N-E-S. J'écris petit là. Je vais écrire de plus en plus petit. Parce que j'ai plein de trucs alors. Il va falloir faire des choix. On va faire des choix. Bon. On va au fur et à mesure, de toute façon. Alors, comment on mesure la température? Est-ce que vous savez comment on la mesure? Oui. Le thermomètre, c'était inventé quand?
quand? 17e. Et au 17e, le thermomètre, il fonctionne avec quoi? Avec mercure. C'était la seule chose qu'on avait à disposition et qui était à la fois... L'avantage du mercure, c'est qu'il réagit très vite. Il est très élastique tout de suite. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre longtemps. Et en plus, il est relativement fiable dans des mesures successives. Parce qu'il faut que d'une fois sur l'autre, la mesure soit toujours la même, ou à peu près. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé historiquement le mercure pour thermomètre. Donc ça, c'est des thermomètres qu'on met où? Voilà. Température. Non, non, vous ne voyez pas, température rectale. D'accord? Oui, c'est mieux comme ça. Mais dans les pays anglo-saxons, on n'aime pas trop toucher le derrière. D'accord? Donc on a inventé la température buccale, thermomètre buccal. Et les anglo-saxons, si vous leur proposez un thermomètre rectal, ils vous le cassent, vous voyez. Ça m'est arrivé une fois avec un touriste anglais qui avait un accident de voiture. J'avais qu'une seule mission à l'époque où j'étais étudiant, c'était de lui prendre la température. Je ressortais la entier de la chambre. Les deux sont aussi fiables l'un que l'autre. Il y en a un qui est plus fiable que l'autre. Ça serait trop simple. Le sous-bras aussi, l'essai. Alors, allez, bon, c'est axillaire, on dit, voilà. Mais c'est sous le bras, effectivement. D'accord? Maintenant, Oui, il y a l'oreille. sur le front. Alors, l'oreille, le front. D'accord? Voilà, donc à peu près partout, on peut trouver un système pour prendre la température. Le problème, c'est que ce soit assez fiable pour qu'on ait un chiffre qui nous permette d'être dans ce savoir, si on est dans le physiologique ou dans le pathologique, physiopathologique, et puis que ce soit reproductible d'une fois sur l'autre. Puis après, que ça ne pose pas d'autres problèmes. Alors, deux choses sur les techniques. D'abord, les techniques les unes par rapport aux autres. La technique qui marche le mieux, de toute façon, c'est rectal. Si on n'a pas... C'est vraiment ce qui va le mieux, parce qu'on est directement sur, au niveau du rectum, sur tout un lacis veineux, comme ça. Il y en a plein de veines à cet endroit-là. C'est pour ça qu'on met des suppositoires, d'ailleurs. Et quand vous êtes là, vous entourez le thermomètre de sang, vous l'entourez de sang. Alors que si vous mettez un suppositoire, le truc, une minute après, il est dans le sang, dans l'organisme. Le suppo, ça va très très vite, hein, quasiment plus vite qu'une injection là-dessus. Et la température, là, c'est là où vous avez le plus. Sauf que ça passe de moins en moins bien, hein, là-dessus. Si vous prenez au niveau axillaire, il faut rajouter 0,5. Il faut le laisser assez longtemps. Il y a beaucoup de gens qui ne le laissent pas assez longtemps, donc c'est pas fiable du tout, quoi. Sur le front ou la bouche, il y a des dispositifs qui existent. Pareil, il faut ajouter soit 0,5, soit 1, enfin selon la technique utilisée. Et aujourd'hui, le plus promu, c'est l'oreille, c'est le tympan. Avec les appareils modernes, c'est assez fiable, sauf si on ne respecte pas la technique. Et là, il faut respecter la technique, c'est-à-dire que vous mettez votre... j'ai amené le mien. J'ai pas amené mon thermomètre, mais j'ai amené mon usage. C'est tout simple. C'est que le conduit, il est biscornu. Il est biscornu. C'est le même principe. Le conduit est biscornu, il n'est pas droit, hein, conduit auditif. Le conduit auditif, il se présente comme ça, vous avez l'oreille qui est comme ça, je la fais assez grande pour qu'on puisse la tirer. Hein. Et vous avez un bout du conduit qui est soit comme ça, avec un coude comme ça, le tympan ici. Ça c'est une... On va faire l'oreille un petit peu. Voilà, c'est clair. Donc il y a un bout qui part comme ça et qui revient comme ça après en remontant, histoire qu'il ne puisse pas y avoir un objet ou quelque chose qui rentre et qui vienne percer le tympan de l'extérieur pour protéger le tympan. Et puis autrement, il y a une autre variante qui est qu'ici ça monte, et puis ici il y a un plancher, et puis il y a le tympan. Ça c'est ce qu'on trouve en général. Et il y a des gens qui n'ont pas de chance, et donc les gens qui n'ont pas de chance, ça se fait comme ça, et après ça descend. Et ceux-là, vous savez ce qu'ils ont, ça c'est le tympan.
Ça se crève, ça reste à l'intérieur. C'est ça le problème. Alors que normalement, c'est fait pour que ça puisse sortir directement. C'est fait pour que ça puisse sortir. Donc un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Voilà. Et donc le principe de la prise, hein, c'est de faire comme ça, avec l'appareil, pardon, comme ça, voilà, pour voir ici, là, ça, sa température, par une émission ou de chaleur, ou peu importe. Surtout ce qu'il faut savoir, c'est ça. Et donc là, quand vous le faites, vous avez votre truc que vous mettez comme ça, et vous comprenez bien que si vous mettez comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, vous n'allez pas frapper là, vous allez frapper là ou là. Donc la technique, elle est quand même très... Il faut le faire bien, quoi. Pour le faire bien, il faut rentrer assez, et là, tout le monde gueule, quoi. Parce qu'il y a une distance... C'est surtout la direction, c'est pas la distance. Oui, voilà, oui, mais Parce que regardez, si je le mets comme ça, il va là. D'accord. Si je le mets comme ça, il va là. C'est pour ça que je l'ai pris, ce truc en partant. D'accord? Donc il faut vraiment être comme ça pour que ça aille comme ça. Donc sur un organisme, a fortiori sur un enfant, quelqu'un qui bouge, donc il y a une petite limite quand même à cette affaire. Petite limite qui fait qu'on perd 2-3 degrés. Donc si vous êtes à 39 et que vous perdez 2 et que vous descendez à 37,5, dans plein de cas, on va se dire qu'il n'y a pas de problème. Hein. Tout simplement. Hein. Donc les mesures, c'est quand même c'est un sujet, quoi, en soi. Après, il y a le front. Alors sur le front, il y a des appareils, mais il y a l'appareil qu'utilisent les 3/4 des mamans aujourd'hui. Ici, vous savez ce que c'est? Ouais. Non, c'est la main. Ah oui. Il fallait. Ah non, mais vous imaginez pas, hein, quand les gens téléphonent et vous disent mon enfant a de la fièvre, est-ce que vous avez un thermomètre? Les gens vous répondent non. 3 fois sur 4. Comme ça. 3 fois sur 4. En même temps, c'était automatique, ça. Oui, c'est 3 fois sur 4. Et si vous insistez un peu, vous avez un moment, elle fait comme ça. Oh, il a de la fièvre, ou bien non, il n'en a pas, c'est selon ce qu'il arrange, c'est ça. C'est plutôt c'est là qu'on sent qu'il a de la fièvre. Dans le dos ou c'est son... Moi, je vous dis ce qu'on voit, là. Oui, mais... Prends des mesures, là. Comment? On prend la température après, mais c'est plus le front, s'ils sont... 3 personnes sur 4 n'ont pas de thermomètre, ou sans doute même un peu plus, et quand vous leur demandez, ils le prennent comme ça. Excusez-moi, le Dieu Tout-Puissant, je suis surpris. Comment? Je suis surpris. Hein, c'est les chiffres, hein, et là, je suis le gars avant, les samedi, dimanche, moi, évidemment, quand les gens me téléphonent pour de la fièvre, première question qu'on pose, c'est ça, et il n'y en a pas, quoi. Ce qui est embêtant, parce que c'est un signe dont on a besoin, nous, pour d'abord savoir s'il y a besoin d'intervenir ou pas, mais même après, pour faire quelque chose qui est un peu utile, quoi. Surtout qu'on a l'impression que c'est un signe facile d'accès. Oui. Pas si sûr. Donc ça, c'est les mesures. Alors, sur les mesures, on arrive à un point qui est intéressant. Je n'ai pas regardé là. Ah, c'est là, d'accord. Il faut que je garde un œil sur là. Rester dans des limites raisonnables. Alors, on a plusieurs choses intéressantes. On a l'histoire du thermomètre, là. Thermomètre avec le mercure, qui a été largement utilisé. Hein. Donc là, on arrive à un sujet qui est directement lié à notre affaire, qui est celui de l'environnement. Parce que le mercure, est-ce que c'est un produit qui n'est pas dangereux? C'est une calamité, le mercure. C'est une calamité. Vous prenez une goutte de mercure, vous la mettez dans la terre ici, la terre, elle est foutue à vie, quoi. Vous ne pouvez pas l'enlever après. Hein. C'est terminé, quoi. Et donc celui qui va vivre là, il va rentrer du mercure, il va en boire, ou il va manger des trucs qui viennent du sol, et il va être au moins gravement malade, ou il va mourir, quoi. Des troubles neurologiques, etc. Donc ce truc, pour pouvoir remplir les thermomètres, on en a fabriqué des centaines ou des milliers de tonnes, quoi. De cette affaire. Il n'y a aucune possibilité de dégradation, de biodégradation. Rien. Non. Il n'y a que confinement. C'est un métal, le mercure? Oui, oui bah, c'est un métaux lourd. Les métaux lourds, on ne peut pas les bousiller, hein. On peut les confiner après. Parce que bon. Parce qu'on les a sortis Oui, on les a mis en forme. Hein. Oui, en forme. Donc il y a un vrai sujet sur l'environnement avec tous ces dispositifs, quand ils sont répandus. Et donc, vous savez que les thermomètres à mercure ont été interdits à cause de ça. Hein. C'est quand on s'est aperçu que les métaux lourds étaient très dangereux et que quand, déjà ils sont dangereux, quand nous on en produit, qu'on en met, parce qu'on en casse beaucoup les thermomètres à mercure. C'est comment on les casse? On
Première cause de casse, c'est quand vous les lavez avec l'eau chaude. Le verre il pète. Première cause. D'accord? Donc à ce moment-là, il se passe quoi? Ça va dans l'eau. Il part dans l'eau, et donc on le remange, et puis celui qui vient de le casser, il fait quoi? Mais il met ses mains pour la femme. D'accord? Une carte blanche. Premier truc. Deuxième truc, quand vous le cassez, parce qu'il est tombé, ça arrive, le truc, qu'est-ce que font la plupart des gens? Non? Ils cherchent l'aspirateur. Pendant des années, ils vont avoir un truc qui va répandre des métaux lourds dans leur atmosphère de maison. Autrement, il faut jeter l'aspirateur. Le jeter le confiné, il n'y a pas d'autre solution. Et l'aspirateur a été largement utilisé quoi, hein, pour ça. D'accord? Et donc, est-ce que vous savez en quelle année on a interdit ça? 90, 92. Pas loin, pas loin. Pas loin. Le rapport le plus important qu'a montré les liens sur la santé date de 93, hein, c'est là où il y en a eu beaucoup, et l'interdiction, ça a été en 94. C'était une interdiction française qui a été suivie assez rapidement par une interdiction européenne. Donc oui, on part de la fièvre, on arrive à l'environnement. Il y a un paquet dans l'eau hein, quand même. Je ne sais pas s'il y a des pêcheurs ici. Mais les poissons, il y en a soufflé. Hein. Et de toute façon. Donc on a vu la mesure, on a vu ça. Alors après, quand on constate que quelqu'un a de la fièvre, qu'est-ce qu'on fait? Donc on s'est mis d'accord sur le truc, on dit qu'à partir de 38 c'est de la fièvre, on a un bon système de mesure qui n'est pas polluant, on a quelqu'un qui est assez compliant pour ne pas bouger au moment où on lui fait dans l'oreille, on constate qu'il a un peu plus que ça, on fait quoi à ce moment-là? À votre avis? Alors, déshabiller, ça fait partie d'un ensemble qui est le traitement. Donc vous dites qu'on traite. Appelle le docteur. C'est de la fièvre. Je serais osé de dire qu'on laisse agir pour tuer l'infection. C'est une option. C'est une option. Si ça va pas trop loin. Voilà, c'est un vrai sujet ça. Hein. Ça c'est un sujet majeur. C'est qu'une fois qu'on s'est mis d'accord, comment ça marche, etc. On a compris. Alors j'ai juste oublié, excusez-moi, j'ai oublié un truc qui va avec ce que vient de dire notre ami là. C'est que le corps élève la température quand il y a une infection, en fait pour gêner la reproduction des bactéries ou la réplication virale. En élevant la température, il gêne cette application. Donc c'est un mode de défense. Hein. Donc l'attitude, c'est quoi? Alors il y a deux attitudes, hein. Il y a attendre, et puis il y a traiter. Et attendre, c'est l'attitude logique. Parce que c'est une réaction de l'organisme à une situation. Donc on peut attendre pour voir, et effectivement, très souvent, les choses se résolvent toutes seules. Si vous réfléchissez, ça vous arrive plusieurs fois à chacun d'avoir la fièvre ou quelqu'un à côté de vous, puis finalement ça passait. Des fois avec un bon grog, mais bon, pas de raison, ça va faire du bien, hein, de toute façon. Alors, il n'y a qu'une seule chose qui est importante dans ce cadre-là, c'est que si la température elle est à 38, mais si elle monte à 39, 40 ou plus, à votre avis, elle peut monter jusqu'à combien? 42, 42, 42, maximum. Ouais. Après, on calme. D'accord? Donc si on dépasse, bon, schématiquement c'est 40, hein, là aussi il y a des exégèses à n'en plus finir, hein, sur 40,5, 41, disons 40. Au-delà, on ne maîtrise plus et on est dans un truc qui s'appelle l'hyperthermie maligne, où on a le risque que l'organisme s'emballe et fonctionne avec la fièvre pour lui-même, c'est-à-dire vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sans le truc qui s'auto-alimente, ça monte, hop, c'est fini. Donc on a cette idée d'hyperthermie maligne qui est rarissime, hein. On ne voit pas souvent, mais qui quand même est ici, quoi. Elle est présente ici, dans la décision d'attendre ou bien de traiter, hein, évidemment, entre les deux. Parce que si on monte à 40, etc., qu'on commence à penser à une hyperthermie maligne, ou qu'on est sur des sujets qui, pour différentes raisons, ont déjà fait l'hyperthermie maligne avec des convulsions ou sans convulsions, évidemment qu'on ne va pas attendre et qu'on va traiter, hein, évidemment. Mais si on reste sur une fièvre à 38, 38,5, 39, on peut décider d'attendre un moment. Un certain temps.
Ça, c'est le fût du canon. Hein. Ça, c'est un sujet en lui-même, quoi. Et là-dessus, ça dépend si c'est un adulte ou un enfant. Ça dépend si c'est un malade ou quelqu'un qui n'est pas malade. Ça dépend si c'est quelqu'un qui peut avoir recours au système de santé ou pas recours au système de santé. Il y a plein de situations différentes comme ça. Donc là-dessus, c'est la raison qui prime, quoi. C'est la raison. Évidemment que si c'est un enfant, on va intervenir plus tôt que si c'est un adulte. Ne serait-ce que parce qu'il ne pourra pas dire exactement ce qui se passe. Si c'est un bébé qui ne parle pas, on va s'inquiéter plus, d'accord? Si c'est quelqu'un qui est déjà malade, on va s'inquiéter plus. Si c'est quelqu'un qui est difficile à soigner pour une raison ou pour une autre, qu'on attaque ça à 7 h le soir et qu'il va y avoir la nuit ou le week-end derrière, on ne va pas prendre tout à fait la même décision, parce qu'il faut savoir pour pouvoir intervenir derrière, etc. Donc ça dépend entre les deux. Ça dépend des circonstances, ça ne dépend pas, on ne fait pas un truc pile ou face, mais on apprécie la situation. Mais c'est le bon sens la plupart du temps qui prime dans cette affaire. Alors si on décide de traiter, qu'est-ce qu'on a comme champ possible dans les traitements? C'est quoi le champ des possibles pour les traitements? Vous en avez cité un tout à l'heure. Hein? Oui. Ça, c'est découvrir. Découvrir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va limiter les causes extérieures de fièvre. Soit de fièvre, soit d'augmenter la fièvre. Donc ça, c'est important parce que c'est un moyen qui permet déjà de gagner tout de suite un demi-degré ou 1 degré, très vite, quoi, là-dessus. Donc on ne met pas des vêtements en plus. Alors quand on a la fièvre, on a des frissons la plupart du temps. Et surtout si c'est un truc qui vient à toute vitesse, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour les virus. Donc quelqu'un qui se met à trembler comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il se met une couverture. Puis il tremble encore un coup, il remet une deuxième couverture. Et là, il gagne 1 degré, ça monte encore. Donc il tremble plus, donc il en remet encore une. Vous arrivez, vous lui dites de l'enlever, vous engueulez. J'ai froid parce que je frissonne. D'accord? Ça, c'est important de comprendre comment les choses fonctionnent. Donc la première des choses, c'est de découvrir. Mais découvrir, ça ne veut pas dire mettre dans la neige. Hein. Donc là aussi, il y a de la mesure entre les deux. Quoi. Donc c'est la première des choses. La deuxième, après, c'est d'utiliser, là on est dans les moyens externes, hein, c'est d'utiliser un autre moyen externe pour faire baisser la température. Vous connaissez? Ouais. Alors il y a deux façons de faire. Il y a une façon qui consiste à mettre des linges avec de l'eau fraîche, pas froide mais fraîche. Alors linge avec de l'eau fraîche sur les racines de membres. C'est quoi les racines de membres? C'est quoi les racines de membres? Voilà, c'est là. Pourquoi? Parce que c'est pas là, quoi. Parce que si quelqu'un a 38-39 et que vous lui mettez un truc froid sur le thorax, il ne va pas aimer, quoi. Ça ne va pas bien se passer. Alors que, en fait, si on le met là ou sur les cuisses, de toute façon, vous gagnez 1,5 degré à 1 degré. C'est l'objectif dans cette affaire. Donc vous prenez vos linges, vous les mettez, et puis quand ils ont chauffé, parce qu'ils chauffent, logique, hein, vous les rechangez, puis vous mettez pas de l'eau froide, de l'eau fraîche. Entre les deux, la limite, il ne faut pas que ce soit glacé, quoi. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est le bain. Alors le bain, ça consiste à tremper, alors ça vaut surtout pour les enfants, mais il y a des adultes qui le font. Ça consiste à se mettre dans une eau à quelle température, vous savez? Ouais. Non, en fait la règle, c'est on ne se met pas dans de l'eau froide. Si on se met dans de l'eau froide, ça fait un choc et puis on tombe. Donc on se met moins 2 degrés par rapport à la température observée, ce qui fait qu'on n'est pas loin de 37 degrés. Mais 37 sur un bain, vous regarderez, hein, si vous avez un thermomètre dans le baignoire, vous verrez que c'est quand même déjà haut, c'est déjà chaud. Mais pourquoi on met que moins 2 degrés? C'est pour ne pas faire un choc que ça descende trop vite. Parce que si ça descend trop vite, on n'est pas bien du tout. C'est le moment de faire baisser la tension de la température tout de suite. Non, on en revient à cette étape, c'est pour ça que les essais, c'est qu'il faut vraiment réfléchir avant. Hein. Et quand on a apprécié la situation, par exemple si c'est un bébé, on va être plus tenté de baisser. Mais bon, on viendra, je ferai une synthèse hein, sur l'histoire du traitement, mais on commence par donner un petit truc, on attend, on surveille, donc la mesure est importante, hein, et la comparaison d'une fois à l'autre, la mesure aussi, puis à ce moment-là, si on a besoin d'aller plus loin, on va un peu plus loin. Sur cette affaire. Donc ça, c'est les choses extérieures. Après, sur les éléments intérieurs, qu'est-ce que vous connaissez hein? Donc ça, c'est les médicaments. Qu'est-ce qu'on utilise comme médicament dans l'intérieur? Donc on utilise des paracétamol. Qu'est-ce qu'on utilise d'autre?
utilise quoi d'autre? Pardon? L'aspirine. Comprimé. Aspirine. Bon, ça, c'est les trois principales molécules. Aujourd'hui, la plus utilisée, c'est le paracétamol. Est-ce que ça a toujours été le paracétamol? Non, c'est l'aspirine. En France, c'est l'aspirine. Aspirine, aspirine. L'aspirine, vous savez d'où ça vient? Penicilline. C'est de l'acide acétylsalicylique, oui. Mais surtout, il vient, quand on parle de décoction d'écorce de saule, d'accord, c'est de l'aspirine qui est dedans. Donc c'est présent dans plusieurs endroits dans la nature, dont surtout l'écorce de saule, des choses comme ça qu'on a beaucoup utilisées. Donc on a utilisé ça avant la chimie, avant les médicaments chimiques, beaucoup. D'ailleurs, on l'a tellement utilisé à l'époque qu'on ne sait pas qui l'a inventé. Parce que ça a toujours été utilisé. Ça, c'est un médicament, vous n'aurez pas de problème de générique à la pharmacie, parce que comme on n'a pas le brevet, on ne sait pas quand est-ce que le brevet tombe, on ne sait pas à qui c'est, donc il n'y aura jamais de générique de ce truc. Il n'y a pas de brevet. C'est très con, hein, mais... Il y a des contre-indications aussi à l'aspirine. Oui, parce que nous, on l'a beaucoup utilisé, alors que qui utilisait à ce moment-là le paracétamol? C'était les anglo-saxons, hein, qui utilisaient massivement, ils ont très peu utilisé l'aspirine, en fait. Parce que l'aspirine, c'est un produit qui est hard, quoi. Alors, on va faire déjà la différence entre le paracétamol et l'aspirine. Le paracétamol, vous l'utilisez quand vous avez mal, donc c'est un antalgique, et vous l'utilisez quand vous avez de la fièvre, c'est un antipyrétique. Il fait les deux. L'aspirine, elle, c'est un antalgique, un antipyrétique. Je vais me pousser, hein, parce que je dois être large là. Antipyrétique. Alors, excusez-moi, antalgique, c'est pour enlever la douleur, antipyrétique, c'est pour enlever la fièvre, et lui, il est en plus anti-inflammatoire. Donc, il enlève l'inflammation. Il y a 3 dimensions, comme l'ibuprofène. Pareil. Mais comparons ces deux-là, parce que celui-là a été largement utilisé dans d'autres pays pendant des générations, et celui-là plutôt dans les pays anglo-saxons. Mais l'aspirine a évidemment des effets secondaires, quoi. Qu'est-ce que vous connaissez comme effet secondaire de l'aspirine? C'est dilution. Oui. Ouais. Ça fait saigner. Ouais. Ça fait saigner. Même beaucoup. Hein. Alors, en plus d'être tout ça, il est anticoagulant. Quoi. Alors d'un autre côté, on utilise le côté anticoagulant en prévention des problèmes cardiaques. Aujourd'hui, à des petites doses. Quoi. Il y a toujours une face noire, une face blanche tout le temps. Dans cette affaire. Donc ça, c'est une partie, c'est la partie effet secondaire sur la coagulation. Il y en a un autre qu'on connaît bien, hein, sur l'aspirine. Sur l'estomac. Ah oui, parce que le comprimé se colle contre la paroi, qui rentre, qui tourne un peu. La paroi, l'estomac, c'est un truc avec des morceaux dans tous les sens, des recoins, des trucs, c'est pire que la rivière, quoi. Et donc ça tourne là-dedans, ça tourbillonne dans tous les sens, et à un moment, il se colle contre la paroi. Et là, il se colle, il ne bouge plus, et il fait un trou. C'est entier. C'est pas dilué. C'est pour ça qu'on les dilué. Hein. Ah, d'accord. Au départ, c'était que des comprimés. Hein. Ouais. Donc il se colle, et il fait un trou. Petit. Il s'en va, il est dissous, le trou se rebouche. Ça se creuse et ça se rebouche tout le temps. Hein. Un truc, ça n'arrête jamais. Quoi. Notamment en fonction de ce qu'on mange, puis il y a quand même beaucoup de gens qui mangent beaucoup de cochonneries. Donc c'est un cycle tout le temps, quoi. Ça n'arrête jamais. Et simplement, si c'est quelqu'un qui a déjà eu un trou à cet endroit-là ou qui est déjà susceptible ou autre, ben vous le percez complètement. Vous faites, au bout d'un moment, un ulcère, il y a un trou qui reste, et puis un ulcère qui se perfore et qui s'ouvre. Et les gens, vous les perdez. Pendant longtemps, on les a perdus avec des trucs comme ça. Donc, il y a des effets digestifs. Il y a d'autres effets hein, de ce produit. Ça peut donner beaucoup de maladies. Ça peut donner une maladie de Villebrand, qui est un truc qui est très rare, mais qui atteint les gens qui les rend malades. Donc, c'est beaucoup d'effets secondaires. Donc, on va tous les faire, c'est pas le sujet. Hein. Mais simplement, donc, au fil du temps, on s'est aperçu que ce n'était pas si simple, l'utilisation de ce truc. Et progressivement, on est basculé sur l'utilisation du paracétamol. Et aujourd'hui, le produit le plus utilisé, c'est le paracétamol. Donc, on considère comme n'ayant pas d'effet secondaire. Parce que c'est l'impression que tout le monde a. Vous avez cette impression aussi, non? Une impression. Oui, il y en a, mais moi, il y en a moins que l'autre. Par contre, son principal inconvénient, celui-là, vous savez ce que c'est? C'est que c'est un des produits les plus utilisés dans les pays anglo-saxons pour se suicider. Mais ça attaque comment en attaquant le foie, on peut arriver à se suicider? En attaquant le foie? C'est sur du long terme alors? Ah non, c'est très rapide, mais ça fait une hépatite. Ah,
L'hépatique fulminante. Ah, mais à forte dose quand même. Voilà. Oui, c'est la dose qui fait la différence. Ah, ouais. Donc ce produit-là, il n'a pas trop de problèmes d'effets secondaires, pas trop, il y en a un peu, mais pas trop. Par contre, la dose est importante, quoi, hein. Donc quand vous passez à 16 ou 24, jusqu'à 8 grammes, ça va à peu près. D'accord? Mais quand vous passez à 16 ou à 24, 24 c'est létal, 16 vous commencez, si les gens sont un peu fragiles du foie, c'est parti. C'est parti, hépatite fulminante, on reste dessus, quoi. Le reste c'est réa, et puis on ne les récupère pas. Et c'est largement utilisé dans les pays anglo-saxons pour... oui. Rappelez-moi ce que c'est, ça vient de où l'aspirine? Du saut. Les courses de saule. C'est présent. Je dis écorce de saule parce que tout le monde connaît la décoction d'écorce de saule comme un des premiers médicaments avant la chimie. Mais c'est présent dans beaucoup de végétaux, hein. Pas que dans celui-là. Mais par exemple, c'était dans l'écorce de saule. Salicylate. Donc alors pourquoi les anglo-saxons utilisent ce produit? Ben, pour la même raison qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire parce qu'il est largement répandu, tout le monde en a, quoi. Tout le monde en a chez lui. Une fois que vous avez compris qu'il faut prendre 24 grammes pour y passer, que vous voulez vous suicider, et qu'il est disponible, la disponibilité c'est important, ben vous pouvez l'utiliser. C'est comme ça qu'on nous a interdit un certain nombre de produits à l'échelle européenne dans les dernières années, parce qu'il y avait un mésusage. Les produits ne posaient pas de problème, il y en a plein dans ceux qui ont été interdits récemment. Il y avait un mésusage qui faisait, comme le diantalvine par exemple, qui fait qu'on la retire. Les anglo-saxons connaissaient l'aspirine, ou alors ils sont passés au paracétamol, un petit peu l'origine de... J'ai pas l'explication, mais j'ai une opinion. Oui. Mon opinion, c'est que comme c'était répandu en Europe, ils ont fait autre chose, quoi. C'est bon, j'ai compris. Par exemple, le type, c'est l'échographie. L'échographie, tu sais, qui était pour partie, inventée par les Européens, surtout les Français, beaucoup à Besançon, pendant longtemps. Les Américains ont dit que c'était dangereux et que les ondes cassaient les chromosomes des bébés, etc. Il ne fallait pas le faire en obstétrique. Ils ont tenu des dizaines d'années quand même avant de l'accepter. Parce que c'était pas eux qui l'avaient inventé. Voilà, oui. Alors, il n'y a pas que le fait de l'amour propre, hein, il y a aussi la royalty, quoi. Donc si c'est pas eux qui font, de toute façon, Oui. c'est pas bon, quoi. Voilà pour- Vu avec un peu d'humour, on comprend tout de suite. Parce que ça, c'était surtout été fabriqué en Allemagne, Suisse, France, quoi. Bayer, etc. Non, c'est un moteur très important sur le remboursement des médicaments. Bon, on fera ça une autre fois si vous voulez. Et donc après, on a commencé à utiliser l'ibuprofène. C'est parce que les fabricants d'ibuprofène qui donnaient à grosse dose, l'ibuprofène est un anti-inflammatoire, comme le Voltaren, comme tous ces médicaments-là, d'accord. Et donc, ils se sont dit, il faut qu'on trouve un autre marché. Donc, ils ont divisé la dose par 4. Ils ont dit, ça marche pour la fièvre, quoi. C'est comme ça. Alors, celui-là, on le trouve sous plusieurs noms, l'ibuprofène, etc. Mais vous avez vu qu'il commence à y avoir des publications disant que c'est dangereux pour les enfants et autres, quoi. Mais de toute façon, tout ce que je vous dis là sera contesté à un moment ou à un autre. Ça, c'est le principe. Tout ce que je vous ai dit là vient affirmer des théories qui ont préexisté, mais tout ça sera contesté à un moment ou à un autre. Avec succès ou pas de succès, mais ce sera contesté, c'est obligé. C'est comme ça que ça marche. Donc ibuprofène un peu moins utilisé, beaucoup de publications aujourd'hui de groupes qui disent que c'est pas bon. Bon, voilà. Nous, on a ces trois-là à notre disposition. Alors, c'est important de savoir qu'on a ces trois-là à notre disposition parce que quand on va traiter de la fièvre, le fait qu'on ait 3 molécules va nous permettre d'utiliser 2 ou 3, d'accord, à des doses qui ne soient pas dangereuses, mais en cumulant l'effet positif. Je suis clair là ou pas? Non, je ne suis pas clair. Si vous voulez, vous avez quelqu'un qui a 39, donc je le fais très schématique, mais c'est juste pour qu'on comprenne. Quelqu'un qui a 39, vous allez lui donner du paracétamol qui va faire baisser d'1 degré, d'accord, à la dose de 3 grammes par exemple pour un adulte, et puis vous allez lui donner de l'Advil qui va faire baisser d'1 degré, à la dose de 1,5 g par exemple, pour un adulte, 3 fois 500, 3 fois 1 gramme de 3 fois 400, pardon, vous allez rebaisser d'1 degré, ici, et vous allez vous retrouver au final, parce que vous avez baissé les deux d'1 degré, 38 avec celui-là, 37, d'accord? Pour avoir la même chose avec un seul produit, il faut mettre le produit plus fort. Avec un seul produit, pour descendre, vous allez être obligé de monter cette dose-là, paracétamol ou de l'eau, x2.
pour arriver à 37. C'est clair hein? Donc comme on a, pour la plupart des gens, 3 molécules à la disposition, on peut jouer sur 2 ou sur 3. C'est pour ça qu'il faut en enlever 2 qui font toutes les 4 heures. Parce que ça permet de faire baisser en ayant. Parce que moins vous montez, moins vous avez d'effets secondaires. D'accord? Alors après, il y a un deuxième sujet qui arrive, c'est celui de ce qu'on appelle les demi-vies dans les médicaments. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'une demi-vie? Les effets résiduels. Enfin, il n'y a même pas d'effet, c'est résiduel. Non, la demi-vie, c'est le temps qu'il faut pour que la moitié du médicament ait disparu. Ça s'appelle la demi-vie. Donc ça, c'est une notion très importante. Alors, en général, elle est à peu près stable. Alors, évidemment, comme d'habitude, il y a des exceptions. Ça dépend comment marche le foie, comment marchent les reins, ça dépend comment on boit, comment on ne boit pas, si on a d'autres médicaments ou autres. Bon. Donc, chaque fois que vous avez un critère en plus, ça vient un peu perturber l'affaire. Mais à peu près de façon constante, la demi-vie de ces 3 produits, elle est de 4 heures. Et au maximum 6 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez le produit, je vais le mettre ici, parce que ça c'est mon pense-bête, j'en suis. Donc si vous faites une échelle comme ça avec les concentrations sanguines, vous prenez le produit, vous le prenez, il monte, il descend, et ici vous avez 4 à 6 heures. C'est-à-dire la concentration elle monte, puis elle descend, et donc elle ne devient quasiment plus active au bout de 4 à 6 heures. Si vous reprenez, je ne suis pas très bon dessinateur, il faudra qu'on trouve un dessinateur dans le groupe, pour lui faire faire. Si votre deuxième prise elle est ici, d'accord? Vous gardez un basal qui est assez élevé. Ok? C'est bon là? D'accord? Si votre deuxième prise, au lieu d'être là, la première, elle est là. D'accord? Et la suivante est là. En fait, vous voyez que vous oscillez, que vous avez des trous dans la prise en charge. Donc, quand on dit qu'il faut prendre 3 fois par jour, 4 fois par jour, 2 fois, 1 fois par semaine, c'est par rapport à ces notions-là. Parce que si vous avez des trous, pendant le trou, ça remonte pas. Donc vous n'avez rien fait. Quoi. Vous n'avez plus d'effet. Donc la demi-vie, c'est une notion importante. Donc c'est ce qui fait que pour la fièvre, on dit toutes les 4 heures. Vous avez déjà entendu ça? Au maximum toutes les 6 heures. Donc on vous dit toutes les 4 heures pour ça. Donc si vous dites toutes les 4 heures sur une journée qui a 24 heures, ça va faire quoi? Pas mal de prises, hein. C'est pas compatible avec le sommeil. Donc souvent on dit toutes les 4 heures, puis on fait toutes les 6 heures. Et toutes les 6 heures, ça tient encore. Donc toutes les 6 heures, ça veut dire matin, midi, soir et au milieu de la nuit. Donc ça vous permet de garder une concentration qui est suffisamment intéressante. Parce que tant qu'à prendre un médicament, il faut le prendre à la bonne dose et dans les bonnes conditions. Parce que si vous le prenez et qu'il ne sert à rien, vous avez les effets secondaires et vous n'avez pas l'intérêt. Donc si vous dites matin, midi, soir, nuit, par exemple pour un enfant qui a de la fièvre, la prise la nuit, ça ne va pas être évident. S'il dort, il faut le laisser dormir de toute façon, parce que le sommeil, c'est un élément important pour lutter contre le truc. Ce qui veut dire que le matin, il va redémarrer. Quoi. Oui, il va être chaud. S'il a vraiment de la fièvre, il se réveille au milieu de la nuit en pleurant. Oui. Donc, mais il peut aussi ne pas se réveiller. Puis il peut se réveiller au milieu de la nuit en pleurant, puis rien refuser de prendre quoi que ce soit. vous aussi. Tous ceux qui ont des enfants savent bien comment ça marche. C'est juste pour dire que si vous ne respectez pas la demi-vie 4 à 6, quand vous vous réveillez le matin et que vous avez dépassé, vous chauffez. Quoi. Et là, les parents ils disent le traitement il ne va pas parce qu'il chauffe. Quoi. Et on monte. Quoi. On même plus, on change d'antibiotiques, etc. Quoi. C'est important de comprendre comment ça marche. Hein. Alors après, bon, nous, pour ne pas avoir de problème, on va mettre 2 molécules. On va choisir celle-ci et celle-ci. En général, on choisit ces deux-là et on laisse l'aspirine pour une situation bien particulière. On va dire toutes les 6 heures. Les gens n'ont pas trop envie de prendre des médicaments, il y en a quand même. Qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Ils vont comprendre que sur un cycle de 24 heures, ils vont donner une fois du paracétamol, une fois de l'ibuprofène, une fois du paracétamol, une fois de l'ibuprofène. C'est 9 personnes sur 10, il faut comprendre ça.
Et donc là, il chauffe. Paracétamol, ibuprofène, paracétamol, ibuprofène, matin, midi, soir, nuit. Et là, vous êtes sûr que le malade, il chauffe, parce que de toute façon, c'est comme si vous le traitiez. Donc après, les gens, ils reviennent, ils me disent, ça va pas du tout. Donc, il faut mettre un antibiotique plus fort, corticoïde, etc. Donc, il faut expliquer, mais même en expliquant, il faut expliquer qu'en fait, pour que ça marche, il faut donner paracétamol, ibuprofène, vous le marquez sur un papier, hein, pas de problème, vous mettez la température, l'heure, ce que vous avez donné. Faites ça, 2 jours, c'est fini. Le schéma d'avant, et 8 jours, c'est pas fini. On ne se rend pas compte dans le quotidien que des petites choses comme ça, quand c'est expliqué, quand c'est bien expliqué avec de la pédagogie, tout de suite, ça prend une autre dimension. Alors déjà, expliquer, ça prend du temps. Il faut rigoler. Oui, bien sûr, ça prend du temps. On n'en a pas toujours. Enfin, vous n'en avez pas tout. Sinon, mais s'il faut que vous fassiez un cours comme ça à chaque patient. C'est du boulot, quoi. Tout le monde devrait connaître un minimum, quoi. Oui. Mais il y a un autre élément qui est important, c'est que ici, c'est intéressant parce que personne n'a de la fièvre, personne n'est malade. Donc vous écoutez, quoi. Puis vous essayez de regarder, vous présentez, vous rentrez ça dans ce que vous avez déjà vu, enfin, truc classique des gens qui raisonnent. Par contre, si vous êtes malade, si en plus c'est votre gosse qui est malade, vous ne raisonnez pas trop, quand même. C'est compliqué d'établir la relation qui fasse que les gens suivent les indications, parce que surtout que à peine sorti, ils vont aller chez le pharmacien aussi. Je sais qu'il n'y a pas de pharmacien. Ils vont aller chez le pharmacien, voire chez certaines pharmaciennes. Il y en a même qui sont partis en retraite. Il faut dire de nous. Qui vont reprendre le truc puis dire « Ouh là là, ça c'est dangereux, il est effet secondaire, ça c'est dangereux. Hein. Il vous a dit que c'était vachement dangereux. Mais vous avez compris qu'il vous a dit que c'était dangereux, parce qu'il y en a une qui faisait ça en partant. Il n'y a pas de couche. Il n'y en a qu'une, pas de couche. C'est cassé, quoi. C'est cassé. C'est fini, qu'est-ce que vous voulez dire après? Hein? Alors après, quand les gens sont sortis de la pharmacie avec le sac, ils ont un truc, ils sont décidés à faire parce qu'il n'y a pas eu de problème, ils croisent quelqu'un qu'ils connaissent. Ah, c'est la catastrophe, quoi. Le sac de la pharmacie, tu viens de où de la pharmacie? Mais il y a quoi? Bah, machin, il a de la fièvre, et tout. Tu vas lui donner quoi? Oh là là, moi j'ai pris le même truc, ça a été une catastrophe. Vous rigolez? À votre avis, quelle est la proportion des traitements qui ne sont pas suivis? 50%. 50% des traitements ne sont pas suivis. 50%. 50% de nos observances. Et pas seulement pour la fièvre, hein. Aussi pour le diabète, aussi pour l'hypertension, aussi pour les médicaments antidépresseurs, aussi pour les médicaments pour les infections bronchites ou asthmatiques. D'accord? 50%. Il suffit de regarder autour de soi. Peut-être des fois chez soi. À votre avis. Je reviendrai, une fois les antibiotiques, on dit 6 jours, 7 jours, 8 jours. Quelle est la profession qui fait le moins? C'est les médecins, ils font 2 jours. C'est pour ça, c'est toujours plus compliqué, toujours pas. Donc ici, on regarde les choses, on raisonne, on essaye d'avoir un peu de recul par rapport au truc, mais dès que vous êtes impliqué, c'est difficile de... Donc c'est vrai, c'est ce qu'il avait dit, il faut éduquer les gens, quoi. Transmettre des messages. Et aujourd'hui, qui est-ce qui transmet des messages? Dans les pays scandinaves, anglo-saxons, on apprend ça à l'école, ce que je vous dis là. D'accord? Ici, personne, quoi. C'est la magie, ici. Le médecin, c'est le gourou, et puis le médicament, c'est la magie, quoi. Donc c'est bien pour notre piédestal, hein. Mais il n'empêche, c'est pas bien pour les gens. Parce que les gens, il faut qu'ils soient autonomes et qu'ils sachent se débrouiller. Et dans l'attitude, décider de traiter ou pas, et des premiers pas du traitement, c'est fondamental, ça. Fondamental. On y reviendra, c'est l'organisation. Finissons sur les médicaments. Donc ça, c'est des médicaments pour faire baisser la fièvre. Il y a un autre élément qu'on n'a pas abordé, qui est le fait d'hydrater. Parce que je l'ai mis ni dans les trucs externes, ni dans les trucs internes, parce qu'hydrater, il faut quand même faire la plupart du temps une perfusion. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en disant quel est l'environnement sanitaire autour de quelqu'un qui est malade. Si vous êtes dans la plupart des pays du monde où les gens n'ont pas accès rapidement à une structure de soins où ils peuvent être hydratés, ils vont mourir de déshydratation, notamment les enfants. Et puis alors qu'ici, il n'y a quasiment pas de problème, on a toujours à trouver, quoi. Ça enlève beaucoup de choses. Alors une fois qu'on a fait ça,
Ça vous intéresse qu'on fasse des antibiotiques avec? Ou pas? Oui. Parce qu'on n'est pas obligé. Il n'y a pas que les traitements, hein, il y a d'autres choses à voir après. Mais on peut faire les antibiotiques, parce que j'ai cette particularité d'être celui qui a fait les antibiotiques, c'est pas automatique. Donc, alors, un antibiotique, c'est quoi? C'est un médicament qui va tuer quoi? Les bactéries. Uniquement les bactéries. Bon, certains tuent certains parasites, mais bon, c'est une exception. Parce qu'il n'y a jamais de vérité complète. Alors, il y a deux sortes d'antibiotiques pour s'occuper des bactéries. Il y a les bactéricides. Cide, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire tuer. Tuer. Il y a les bactériostatiques. Il y a les bactériostatiques, c'est-à-dire ceux qui empêchent les bactéries de se développer, qui bloquent leur développement. Donc on a deux sortes. Donc ça n'agit que là-dessus. Après, les antibiotiques, ils ont ce qu'on appelle un spectre. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Un spectre. C'est-à-dire que pour un antibiotique donné ou une famille donnée, il va tuer un certain nombre, enfin il va contenir ou tuer un certain nombre de bactéries. Mais tous les antibiotiques ne tuent pas toutes les bactéries. Donc ils ont ce qu'on appelle un spectre qui peut être plus ou moins large, qui est sur quoi ils sont actifs. Donc certaines familles d'antibiotiques sont actifs pour certaines bactéries. Et au sein de ces familles, il y a des sous-familles. Par exemple, la famille des bêta-lactamines, deux sous-familles importantes qui sont la pénicilline et puis les macrolides, qui ensemble ont un bout de spectre commun, mais l'un par rapport à l'autre, l'un à côté de l'autre, ont des spectres un peu différents. Donc normalement, il faudrait, en fonction de ce que je vous dis, pour choisir l'antibiotique qui va aller sur la bactérie, savoir quelle est la bactérie. Pour savoir quelle est la bactérie, on fait comment? Non, parce que le médecin, c'est pas ça. Faire une analyse. C'est pas une analyse de sang, en fait, c'est de la bactériologie. La bactériologie, pour l'essentiel, c'est une boîte de gélopectose, c'est de la gélatine avec 2-3 produits. Dans une boîte, ça s'appelle une boîte de pétri, sur laquelle on met le prélèvement, on le met dans un incubateur, à 37 ou à 38, on chauffe, on l'éclaire, on ne l'éclaire pas, et puis on regarde ce qui pousse. Quoi. Donc on gratte au fond de notre gorge, on le met dessus, on prend de l'urine, on le met dessus, c'est tout ça la bactérie. Après il y a des réactifs de couleurs, vous avez une planche avec les différentes couleurs possibles, puis derrière quand vous descendez, vous trouvez quelle est la bactérie. Je suis clair là-dessus? Donc vous avez votre boîte de pétri. Pétri s'écrit P-E-T-R-I. Donc pétri. Vous faites un coup comme ça avec un écouvillon, avec n'importe quoi. Et puis au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours, dans l'incubateur, vous regardez. Alors il n'y a plus rien. C'est que ça n'a pas poussé. Ou alors il y en a comme ça. Alors pourquoi on le fait pousser? Pour l'isoler. Et puis pour pouvoir après mettre des réactifs dessus, de toutes les couleurs, qui vont réagir, faire une autre couleur, et sur la palette des couleurs que vous allez sortir, donc un bleu, un jaune, un vert, un rouge, en face, vous allez avoir le nom de la bactérie. Je fais schématique, mais c'est comme ça que ça marche. Après, la boîte de pétri, elle a un deuxième intérêt, c'est que quand vous avez fait pousser votre truc, donc ça va pousser dessus. D'accord? Là, vous allez pouvoir faire un antibiogramme. Antibiogramme, c'est-à-dire essayer de voir quel est l'antibiotique qui fonctionne dessus. Donc votre boîte, elle a à peu près cette taille-là. Dessus, le labo utilise un porteur de comprimés qui est gros comme la boîte. Il le met au-dessus. Hop, et les comprimés ils tombent. Vous en avez un ici, un ici, un ici, un ici, un ici. D'accord? Dessus, on attend un peu, et celui autour duquel il n'y a plus rien, ça devient celui qui est positif. D'accord? Si ceux autour desquels ça continue à pousser sont négatifs.
Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et vous avez après le résultat avec l'antibiogramme. Vous avez déjà vu ça, le nom de l'antibiotique, et puis positif, négatif. Ça marche comme ça. C'est que celui qui a réagi positivement, il sera retenu. Oui. D'accord. Parce que lui, il a tué les germes autour de lui. Mais celui-là, il ne les tue pas. Donc celui-là, il n'en a pas besoin. Alors donc, pour savoir quelle est la bactérie, on va faire une boîte de pétri, après on va mettre dedans, on va l'incuber 2 jours, 3 jours. S'il y a sûrement quelqu'un ici qui a porté l'analyse de l'urine au labo, il faut combien de jours pour avoir le résultat? Comme ça ne pousse pas. Pour avoir l'antibiogramme, il faut... Ça va vite? Ah non, non, 5 jours. 5 jours pour l'analyse de l'urine. 4 ou 5, avec l'antibiogramme. Mais il faut que ça pousse, dans les eaux, pour que ça pousse, il y a un délai. Hein. Il y a un délai. Donc si vous laissez tous ceux qui sont malades, notamment les dames qui ont une infection urinaire, à attendre 5 jours pour avoir le résultat, vous tuez. À juste titre, mais vous tuez. D'accord? Donc c'est très compliqué de savoir quelle est la bactérie. D'accord? Dans certains cas, on le fait, mais la plupart du temps, on ne le fait pas. La plupart du temps, on fait un diagnostic probabiliste. Ça veut dire diagnostic, ça. Probabiliste. Donc, probablement, il y a 9 chances sur 10 que ce soit ça. Que la bête qui donne une maladie à cet endroit-là, dans l'oreille ou au niveau du pied, ça coule et puis ça sent pas bon, c'est probablement cette bête-là, et probablement c'est tel antibiotique qui va être efficace dessus. Mais loin de la science, hein, quand même. Il faut prendre avec un grand spectre. Alors, ça, c'est une tentation, ça. Ça s'est fait beaucoup. Pour augmenter le champ des possibles, effectivement, on peut prendre un spectre très large. C'est-à-dire un truc qui va agir sur beaucoup. Et ça, c'est une catastrophe. Au bout du bout. Sur le moment, c'est très bien. Hein, parce qu'au bout du bout, ça donne ce qu'on appelle des résistances. Parce qu'il n'est quand même pas assez puissant. Et finalement, vous voyez apparaître des résistances. La résistance, c'est-à-dire que le produit qui marchait avant ne marche plus. Aujourd'hui, oui. Juste une question, est-ce que quand l'organisme est simple, il s'adapte d'autant mieux plutôt qu'un organisme compliqué? C'est quoi un organisme compliqué? On avait examiné les bactéries, les virus, les parasites. Est-ce qu'une bactérie va développer des résistances plus rapidement, puisqu'elle est, il y a juste un roulement ARN, c'est tout, plutôt qu'un parasite, par exemple? Ça ne marche que sur les bactéries, les antibiotiques. À quelques exceptions près, ça ne marche que là-dessus. Donc ça uniquement les bactéries. Et les bactéries s'adaptent. Hein. C'est un écosystème complet. D'accord? Donc il y a l'organisme, sain ou malade, il y a les bactéries, il y a les médicaments. Il y a les bactéries qui voient, il y a les médicaments qui se planquent. Typiquement dans l'arbre urinaire, on en a plein qui font ça. Elles se planquent, elles se mettent dans un repli de la muqueuse. Si c'est un antibiotique et bactériostatique qui attaque la paroi, elles rentrent leur paroi dans la muqueuse, elles laissent juste passer un œil pour regarder ce qui se passe, puis elles attendent. Ça s'appelle l'opsonisation. Elles attendent le nombre de jours qu'il faut. Comme les carpes dans les étangs quand vous videz. Hein. Et ça, c'est les carpes qui font ça. Pas trop? Dans les poissons-chats. Les poissons-chats. Qui s'enfouissent. Qui s'enfouissent, les poissons-chats. Qui s'enfouissent le plus profond possible. Et ils attendent. Voilà, qu'il n'y ait plus personne pour les remontent. Et bien pareil, hein, pour l'arbre urinaire, par exemple, il y a certains Escherichia coli qui sont très forts pour ça. Ils font ce qu'on appelle, ils rentrent dans la paroi, ils attendent. Et évidemment, ceux qui rentrent le plus facilement, qui sont les plus agiles, qui vont le plus vite courir dans le truc et tout, c'est les plus costauds. Hein. Donc quand ils ressortent, c'est ceux qui se développent le plus vite. Hein. Et vous avez comme ça une infection tous les 3 mois, puis une infection tous les 2 mois, puis tous les mois. Sur le truc. Donc la tentation de prendre le spectre le plus large, elle a été effectivement largement enseignée à la faculté de médecine. Je vous ai dit que tout ce qu'on écrit là, ça sera infirmé un jour. Donc à un moment, on disait qu'il faut prendre le spectre le plus large possible, il faut taper le plus fort possible. Parce que quand même, la découverte d'antibiotiques, la pénicilline, ça a changé le monde. Hein. Ça a changé le monde. Hein. C'est vrai que j'ai peut-être mal formulé ma question, mais c'est vrai qu'en très peu de temps, les bactéries ont développé des résistances très fortes
est obligé à chaque fois de modifier les antibiotiques. Les bactéries, c'est des organismes vivants, les organismes vivants s'adaptent. Hein. Puis Darwin, il n'y a qu'aux États-Unis on dit que ça ne s'adapte pas. Donc, mais après, bah oui. Les États-Unis, ils disent c'est le créateur. Bon, nous, on sait que c'est du darwinisme, que tout s'adapte. Mais dans l'adaptation, il y en a qui s'adaptent plus vite que d'autres parce qu'on contribue, nous, à les obliger à s'adapter. Et donc, par exemple, un spectre large ou une dose qui n'est pas adaptée permet de s'adapter. Ou une durée de traitement qui n'est pas adaptée permet de s'adapter. Alors, les sèches. J'ai rien. Hein. Donc, on a un diagnostic probabiliste, donc on dit probablement c'est ça, qui repose, alors je pense qu'on fera une autre séquence là-dessus parce que ça emmène très loin, mais qui repose sur l'observation des maladies. C'est-à-dire comment fonctionne une maladie, comment on peut la caractériser, ses stades, etc. Et dans notre pays, on observe les maladies pour l'essentiel dans les CHU, dans les groupes d'hôpitaux. Alors que l'essentiel des maladies sont en ville. Et donc on prend une description du CHU, qu'on nous apprend au CHU, pour mettre en ville. Donc on a commencé par faire du spectre large, après on a fait de l'antibiotique de dernière génération, etc. On est toujours à côté, parce qu'on n'a pas de description du cheminement d'une maladie en pratique courante, quoi. Chez des gens qui n'ont pas d'autres maladies en même temps ou autres. Donc pour l'instant, on en vient maintenant à un diagnostic probabiliste un tout petit peu plus sérieux, pas énormément, pas déconner non plus. Et on a essayé à un moment donné de sensibiliser l'ensemble du dispositif, les médecins et la population, à toutes ces notions-là, à travers l'histoire des angines, quoi. Quand vous avez une angine, on a considéré longtemps que le nez qui coule, au lieu de moucher les gosses, il faut lui donner des antibiotiques. Parce qu'on est arrivé à ça, là. On dit il faut le moucher, moi je dis aux gens il faut le moucher, ils disent il a mal, il ne veut pas. Il dit viens alors, s'il veut aller sur la route, vous allez le laisser aller sur la route. Donc au lieu de moucher les gens, ils attendent un peu pour les angines avec en gros, par exemple, des choses comme ça. C'est tout de suite, on court chez le médecin et on met antibiotiques. Et donc on en arrivait à traiter, notamment les angines, c'était plus facile pour nous dans la description, tout ce qui était mal à la gorge avec des antibiotiques. Ce qui donc a plusieurs conséquences néfastes. La principale, c'est le développement des résistances. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 50% des médicaments, des bactéries qui se développent à l'hôpital, dans les milieux les plus favorables, n'ont pas d'antibiotiques. Il y en a pas. Il faut savoir que dans la recherche, les laboratoires pharmaceutiques, il n'y a pas un seul antibiotique en préparation qui pourrait sortir dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est ce qu'on appelle le pipeline. Et sur le pipeline, il n'y a rien à sortir dans les 15 ans dans ce domaine. C'est quand même un sujet, quoi. Il faut savoir aussi que la moitié dans notre pays des antibiotiques qui sont donnés sont aux animaux. La moitié. Il y a les vaches, les cochons, les poulets, les lapins, etc. Les veaux, depuis qu'ils sont nés, ils ont des antibiotiques. C'est pour ça que le foie de veau, c'est vachement bon. C'est des médicaments. C'est le foie qu'on sent, la moitié. Hein. Oui, pareil. Donc on a essayé avec les angines, alors les angines c'est un cadre nosologique. Un cadre nosologique c'est une entité, quoi. En soi, on sait ce que veut dire une angine. En fait, ça n'a pas été aussi simple quand les médecins commencent à en poser. Mais il n'empêche que là-dessus on a inventé un truc, c'est-à-dire qu'on a inventé le TDR, qui est un test avec un petit écouvillon qu'on prend après dans un réactif qui permet de savoir si l'angine est bactérienne ou virale. Alors ça c'est fait à un moment. On était sur un partenariat avec l'assurance maladie. Puis après l'assurance maladie a voulu faire tout seul, donc ça fait difficile de faire ça avec les professionnels. Et donc en fonction du TDR, on savait si c'était bactérien ou viral. Et donc en fonction de ça, on savait si on était un antibiotique ou pas. Alors évidemment que ce n'était pas de la science, ce truc. Le TDR, c'est un outil de communication, un déclic, qui permet d'expliquer aux gens ce que je vous dis là. Et qui, dans un contexte un peu acutisé, les gens se posent des questions, sont inquiets, pour les gosses et tout, on leur dit, ben non, regardez, il n'y a rien. Donc c'est un outil de communication qui permet de dire, on va attendre un peu. Avant, on ne pouvait pas, parce que les gens, ils criaient, quoi.
Et donc ça a permis de baisser la prescription des antibiotiques de 19% en boîte, pas en prune. Moins 19%. C'est le seul exemple de baisse de prescription par les médecins dans notre pays. Médecins généralistes. Donc, si vous voulez les détails, on avait un dispositif avec le TDA qui était mis à disposition. On a passé la moitié des médecins généralistes en soirée de formation comme ça, dans l'ensemble de la France. Et puis, on a eu 30% qui ont baissé, 30% qui n'ont rien changé, et 30% qui ont augmenté, parce que c'est le moment où les pouvoirs publics ont donné l'autorisation de sortir plusieurs médicaments antibiotiques très chers, donc etc. Donc les mêmes qui ont mis en place un dispositif ont mis en place des trucs, ce qui fait qu'il y a eu moins 19% de boîtes, il n'y a pas eu 19% d'économie, parce que l'autre est arrivé et a mangé la différence. Et c'est juste pour dire qu'on a bougé les choses avec ça. C'est intéressant. Sur une base comme ça, en obtenant la participation de la population, qui comprenait qu'on n'était pas obligé, chaque fois qu'il y avait un nez qui coule, de mettre des antibiotiques systématiquement. L'antibiotique, c'est pas automatique. Ça, c'est pour les personnes. Mais les vétérinaires, pour les animaux, ça pose encore un problème, parce que les animaux n'éliminent pas les antibiotiques immédiatement. Ils n'éliminent pas, ça reste dans le fond. Ça reste dans le fond. Ah oui. Surtout avec les doses utilisées. Hein. Mais là, il y a des intérêts économiques, quand même. Voilà. Parce qu'avec les méthodes d'élevage moderne, il y a quand même beaucoup de pertes, beaucoup de bêtes qui meurent. Hein. C'est énorme même, si on regarde. Quelqu'un connaît les chiffres, c'est énorme, énorme. Et donc pour les éleveurs, ils vivent de ça. Hein. Donc c'est tous les systèmes, enfin pas tous, parce qu'ils pourraient leur donner à manger des trucs, des choses propres, les mettre dehors de temps en temps, leur parler gentiment, des trucs comme ça. Quoi. Ça ils font pas, quoi. Ils font du productivisme. Et de la même façon que dans le productivisme sur la terre, quand vous plantez des choses, c'est toujours mieux de mettre des intrants à n'en plus finir. Qui vont bourrer un truc, mais le prix de l'intrant vous prend la différence de ce que vous avez en plus, et si ça ne marche pas, vous perdez. De la même façon, pour l'élevage, c'est pareil, quand vous bourrez d'abord sur les aliments, avec des tas de choses dedans, et puis sur les produits antibiotiques, hein, et tous les veaux ont des antibiotiques, à part ceux qui sont bio, quoi. Et tous, ils en ont, hein. Et tous se concentrent dans leur foie, ouais. Donc si vous mangez du foie de veau, de toute façon, vous avez l'antibiotique avec. Donc si vous en mangez tous les jours, vous n'avez jamais d'angine. Il est remboursé, le foie de veau, non? Ce sont les mêmes que pour les humains. Oui, c'est une molécule. Les mêmes dosages, c'est les mêmes molécules. Les dosages ne sont pas les mêmes, parce que quand vous avez 400 kg... Ça ne me rassure pas, parce que je mange beaucoup de foie de veau. Je savais bien qu'il y en avait au moins un quand on Mais quand c'est comme ça... Beaucoup entendons-nous. Quand c'est comme ça, il est Chaque semaine. plus beau, plus rose, plus... Il est toujours plus beau, hein. Quand il y a beaucoup de différence. Ça s'appelle viande. Oui, j'ai remarqué qu'il y en avait, c'est vrai que suivant les couleurs, oui, c'est vrai. Ouais, et puis les autres sont moins roses, ils sont un peu plus foncés. J'ai bien fait de venir finalement. Comment ? J'ai bien fait de venir. Pour les critères de sélection en boucherie. Pas fini. Alors, donc on met des antibiotiques, il ne faut pas en mettre systématiquement, on fait un diagnostic probabiliste, donc on est toujours un petit peu... D'accord ? Et donc là, c'est de la même façon qu'ici, quand on met en route le traitement, il faut avoir réfléchi avant. Donc on commence par faire un peu de choses simples, on hydrate, on donne un peu de paracétamol, on attend un peu pour voir, parce que 7 ou 8 fois sur 10, ça s'arrête tout seul, hein, des fois plus même, des fois 9 fois sur 10. Donc on décide de mettre en route un traitement, on essaie de trouver la bonne dose, le bon produit qui ne provoque pas trop d'effets secondaires. Mais si après 2 jours de ce truc ça ne va pas, il faut réévaluer. Parce que c'est normal de réévaluer, on se repose la question, même si c'est des signes nouveaux, etc. De la même façon, on fait un diagnostic probabiliste si on décide de mettre en route un antibiotique, et puis au bout de ce diagnostic probabiliste, au bout de 2 jours, 3 jours, selon comme ça a évolué, il faut revoir la situation, réfléchir, regarder s'il y a des signes nouveaux, s'il y en a d'autres qui sont amendés, qu'est-ce qui s'est passé entre, et être prêt à revoir la situation, quoi. C'est complètement normal, ça. Voilà, si on donne un antibiotique à prendre sur 10 jours, par exemple, donc, au bout de 10 jours, il faudrait avoir le résultat.
si simple. Non, le docteur il vous dit pas de revenir dans 10 jours. Hein. C'est pas si simple. Pas toujours. Si vous n'êtes pas guéri, vous y retournez de toute façon. On est guéri. Ça veut dire quoi, pas être guéri? Voilà. Bah oui, Ah, une notion. Ouais. C'est simple. Moi, je parle jamais de guérison. Si vous avez une rémission. rémission, c'est connoté. Hein. Non, mais sérieusement, donc dans le diagnostic probabiliste, on va choisir le produit, on va choisir la dose, on va choisir la durée. Oui. Donc la durée, on va dire 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours. Quoi. C'est important la durée. Donc il faut que celui qui choisit le diagnostic probabiliste, il ait une logique dans sa durée. La durée idéale, c'est 7 jours, parce que la plupart des maladies guérissent toutes seules en une semaine. Je vous le redis. Je vous le redis. Non, c'est bon. Il n'y a pas de bénéfice. La plupart des maladies qui guérissent toutes seules en une semaine, si vous mettez de 7 jours, c'est vous qui allez guérir les jours. Je suis sage. Il vaut mieux attendre 7 jours avant d'aller sur le médecin. On va prendre un antibiotique tout de suite. Hein. Je suis quand même. Il y a des fois, il faut. Il y a des fois, il faut. Si c'est une sinusite, si c'est. Ça dépend des signes. Si ce qu'on appelle une comorbidité d'une autre maladie, c'est un diabétique, par exemple, il faut attendre, etc. Il y a des éléments. Mais on doit pouvoir les expliquer, ces éléments, nous. On doit pouvoir expliquer. Et donc, on lance un truc probabiliste et on va dire c'est 5 jours, par exemple, ou 7, ou 8, ou 10, ou 3 semaines. Il faut qu'on sache pourquoi, donc on fait ce truc. Alors, ce qu'il faut comprendre dans cette affaire, c'est que si vous mettez votre antibiotique, un truc de couleur. Bon. Si vous mettez votre antibiotique, là, ils arrivent, là, l'armée des antibiotiques, là, puis en face, il y a l'armée des vilains. Alors ils arrivent là, puis mettons qu'ils ont tué un par jour, par exemple. Vous voyez que le premier jour, ils vont tuer ceux-là. Ils ne vont pas tout tuer en même temps. Quoi. Et puis là, il va y en avoir des plus malins qui vont se barrer, quoi, qui vont aller plus loin. D'accord? Le deuxième jour, ils vont tuer, mettons 2. Ça continue, puis ils vont toujours se barrer, là. Parce qu'ils courent vite, quoi. D'accord? Donc là, ils vont encore en tuer 2, mais ils vont... Et donc, vous voyez le rapport entre les deux, quoi. Entre la durée et puis... Et vous commencez toujours par tuer, c'est comme à la chasse, hein, avec les plus faibles, toujours. Et le plus fort, lui, il se barre, quoi. Il résiste, il est malin, il se cache, etc. Et en même temps, il se reproduit, évidemment. Il continue à se reproduire, parce que lui, il est dans la lutte de la vie, la lutte constante de la vie, c'est la reproduction, pour que l'espèce perdure, quelle que soit l'espèce. Donc, selon le nombre de jours, vous voyez que vous avez le risque, si vous n'avez pas fait assez de jours, de ne garder que les plus costauds, quoi. Tout ce qu'il y a de mieux, quoi. Et vous arrêtez, parce que vous êtes médecin, vous avez dit 7 jours, vous avez dit 2, c'était assez. D'accord? Et vous gardez tous les plus virulents. Ils sont malins, ils ne vont pas faire une maladie tout de suite. Ils s'adaptent. Donc ils se cachent un peu, puis ils ressortent un truc. Donc la durée, elle est très importante. Donc dans le diagnostic probabiliste, il faut savoir pourquoi on met ça. Et puis avoir une vraie réflexion sur l'autre, c'est-à-dire sur le malade. S'il y a autre chose, c'est un diabétique par exemple, faire très attention, parce qu'il y a du sucre dans le sang, donc ça nourrit les bêtes. S'il a un autre traitement, ça rend les choses plus difficiles, donc plus longtemps. Selon la bactérie possible, à certains endroits, une bactérie, si vous avez la jambe rouge avec une infection en dessous, la température et un érysipèle, vous n'avez pas la même chose que si vous avez le nez qui coule, une otite. Ce n'est pas le même germe, ce n'est pas le même développement, etc. Donc derrière, votre diagnostic probabiliste, 5 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours, 10 jours, 3 semaines pour une prostatite par exemple, parce que c'est très difficile d'aller dedans, et qu'en plus c'est bon à manger pour les germes, donc ils se nourrissent, ils sont très costauds. Donc ça doit être bien réfléchi. Et de l'autre côté, ça doit être suivi. Je vous rappelle le chiffre qu'a dit les Faster, c'est celui de l'observance. Hein. Vous vous rappelez 50%. Pour ça aussi. De toute façon, il suffit d'aller chez les gens, aller visiter à domicile. C'est le moment de faire l'ordonnance, genre vous avez peut-être des médicaments chez vous. Oh oui, j'en ai. Là, vous ouvrez l'armoire à la pharmacie. Si c'est votre propre patient, le réveil est douloureux. Parce que tout ce que vous leur avez donné, que vous avez dit qu'il ne marchait pas, ils sont bien rangés. Hein. Alors c'est impeccable, quoi. Ouais, impeccable. Et en général, vous trouvez tout ce qu'il faut, quoi. Moi, je suis garde 3 jours le week-end.
Si je vais à domicile, on regarde un peu, on trouve tout ce qu'on a besoin. C'est pas la peine d'aller chez le pharmacien. Ça m'est déjà arrivé de prendre les médicaments comme il faut, et qu'il en reste un ou deux comprimés dedans, et la fois d'après, vous avez les 3 comprimés, pas besoin d'aller à la pharmacie. Ce que je parle, c'est pas de 3 comprimés, c'est des boîtes neuves, moi. Ah oui, non, bah non, ça Les boîtes entamées, en général, je considère que c'est pas un CG, il faut les garder. Je parle de boîtes neuves. Ça fait un gaspillage. Non, tout le monde parle. Il y a un sacré gaspillage aussi dans les médicaments, ça c'est un autre sujet. Quoi. Oui. Et heureusement qu'ils ne prennent pas tout ce qu'il a acheté. Hein. Parce que le problème, il y aurait des morts. Donc on en achète beaucoup, mais on n'en prend pas tant. Quoi. Mais c'est bien, ça protège un peu les gens. Mais c'est un sujet, on y reviendra à un moment ou à un autre. Oui, j'allais dire, ça fait un peu peur parce que d'un côté, vous nous dites d'ici 15 ans, il n'y a pas de prévision de nouveaux antibiotiques. D'un autre côté, bon, 50% des personnes prennent mal leur traitement, donc il y a des résistances de plus en plus fortes. Ça va aboutir à quoi, un paradoxe pareil? Arrêtez la caravane humaine. Donc quelque part, quand on me disait pessimiste la fois précédente, j'étais pas si pessimiste que ça. Non, la situation est extrêmement grave. Je parle d'arrêter la caravane humaine, c'est-à-dire la progression de l'humanité, bien sûr. Parce qu'entre les prions qui arrivent, on ne maîtrise pas du tout, c'est pas du tout ce que ça peut donner ce machin. Toutes les maladies émergentes comme le SRAS, la fièvre Ebola, etc., c'est-à-dire en gros, parce que le virus, tout à l'heure, je n'ai pas insisté, mais il a donc sa paroi, comme ça, il a son brin d'ARN, qui est extrêmement malin, celui-là, et sa paroi, qui est l'outil qu'on utilise pour le reconnaître avec les vaccins ou avec certains médicaments, il la change tout le temps, quoi. C'est comme si vous repeigniez votre façade tous les 2-3 jours. Donc quand on dit qu'il faut aller à la Maison Bleue, là-bas, vous, entre-temps, vous l'avez en orange, personne ne vous trouve. D'accord? C'est le même principe. Hein. Donc les virus, ils n'arrêtent pas de changer tout le temps, toute la journée. Ils font que ça. Et donc c'est pour ça que, par exemple, le vaccin de la grippe de l'année dernière ne fonctionne pas cette année. Parce qu'entre-temps, il a bougé le virus. Il s'est transformé. Et pour la grippe, c'est la reconnaissance d'éléments sur la paroi qui fait que le vaccin peut se fixer dessus. Il se fixe dessus, puis il ouvre le truc, et le truc se met. Donc, toutes les maladies émergentes infectieuses sont celles qui menacent le plus la Terre et tout, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est que ça fait un peu comme la grippe aviaire ou la grippe H1N1. Il y a des risques, mais un risque, c'est jamais une certitude. Donc, il ne peut rien se passer pendant 100 ou 200 ans, où il peut y avoir une hécatombe l'année prochaine. Et c'est pour ça que l'année prochaine. Peut-être que mes questions sont un petit peu pénibles, mais c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure. Est-ce que les organismes compliqués comme nous, notre corps humain qui est beaucoup plus compliqué, peut s'adapter aussi vite que les bactéries le font, qui sont des normes? Non, on est incapable de nous adapter à ça. Les petites bêtes mangent les grosses. Parce qu'ils sont plus simples, donc je trouve que ça va plus vite pour eux que pour nous. Oui, et puis le besoin d'un virus avec son brin d'ARN, ou le besoin d'un prion qui a une forme vraiment ultra minimaliste de vie, et sans commune mesure avec le nôtre. Lui, il a juste besoin de trouver un autre aliment pour faire ça. C'est son seul besoin. Non, le risque est réel, mais il n'est pas sûr. Donc, on fait quoi? Peut-être qu'avant, la planète sera morte des excès sur l'environnement. Non, c'est une donnée à prendre en compte. Ah bah c'est celle sur les... Alors il y a quand même eu des améliorations, hein, quand si on regarde, notamment avec la H5N1 et les derniers épisodes sur la grippe, c'est qu'aujourd'hui, quasiment tous les pays du monde déclarent leur cas. Quand on a commencé avec H5N1, les pays d'Asie, etc., pour ne pas tuer leurs poulets et tout, déclaraient pas. Quoi. La Chine montait effrontément. L'URSS aussi, ces pays montaient, pour pas avoir de problème, pour pas baisser le tourisme, pour pas ci, pour pas ça. Et progressivement, les dispositifs de surveillance au niveau international se sont considérablement améliorés. Ça, c'est un vrai succès. Quoi. Tout n'est pas négatif dans cette affaire. Mais aujourd'hui, tout est déclaré. Quoi, au niveau notamment de ce qui arrive nouveau. Quoi. On a eu les résultats de la fièvre Ebola il n'y a pas longtemps dans une zone de guerre. Ça a été publié tout de suite, quoi, tout de suite. Heureusement d'ailleurs. Hein. Malgré le fait qu'après on ne peut plus faire bouger les populations, etc. etc.
Donc ça c'est, il a fallu 20 ans, il a fallu les 10 dernières années pour que ça se fasse. Et des menaces quand même qui étaient majeures. Hein. Au moment du SRAS, par exemple, c'était majeur hein, ce qui s'est passé là. Du SRAS. C'est un virus qui faisait tousser avec beaucoup de fièvre, et puis les gens pouvaient mourir par millions avec ça. Et le virus en même temps il s'adapte, mais je veux dire, le but c'est pas que tous les gens meurent, sinon ils meurent aussi. Sinon, il y a bien des gens qui. C'est un vrai sujet, ça. Je n'ai pas la réponse, c'est un vrai sujet. Il y a des gens qui vont réussir à vivre avec le virus sans mourir. Toujours, c'est la peste de Camus, il y a des gens qui survivent à la fin. Et c'est un vrai sujet. C'est un sujet philosophique, mais c'est un vrai sujet. C'est vrai que de toute façon, toutes les espèces tendent à se pérenniser, y compris les virus, etc. Qu'ils soient capables à un moment donné, parce qu'ils ont bouffé trop de gens, de ralentir, c'est possible ou pas, mais ça relève de l'opinion de chacun, quoi. Mais c'est un vrai sujet, ça. Finalement, hein, vous voyez, on va voir. Hein. Avec le 37. Et est-ce qu'on sait, par exemple, sur le prion, est-ce qu'on sait d'où ça vient et comment ça vient? Ça, il faut aller à l'église pour ça. Parce que moi, je ne sais pas. C'est des mutations, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors, il y a une explication à partir de la barrière d'espèces. Parce que normalement, il y a des barrières d'espèces. Dans certains cas, surtout pour les parasites, il y a des hôtes accidentels, c'est-à-dire quelqu'un qui normalement n'est pas dans la chaîne,